Bien, alors on a choisi comme titre pour notre cours. Bon, c'était déjà? Comment se marier vite avec la meilleure. Non, ça non, parce que sinon je vais repartir déprimé, donc ça peut pas être ça le titre. Euh, non, je voulais donc vous parler de la façon de choisir son partenaire. Alors partenaire, c'est bon, c'est évidemment un terme qui correspond au mariage, certainement, mais pas que ça. En fait, ce que je voudrais qu'on développe comme idée, c'est que à travers différentes mitzvahs de la Torah, on va se rendre compte que dans la Torah, il y a des lois qui sont très strictes pour tout ce qui concerne les mélanges. Ok? C'est ce que c'est un mélange? Ouais. Est-ce que, est-ce que dans la vie, il y a beaucoup de mélanges? Oui, les associations. Il n'y a pas que le mariage, quoi. Non, pas que le mariage. Il y en a plein des. Il n'y a pas beaucoup de mélanges. Il n'y a que des mélanges. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas possible de créer quoi que ce soit, de développer quoi que ce soit sans faire des mélanges. En fait, quoi que l'on fasse dans la vie, on est obligé, pour pouvoir le réaliser, on est obligé de composer avec un certain nombre d'éléments ou d'ingrédients. D'accord? Tout à l'heure, j'observais le pizzaiolo qui nous chatouille les narines depuis tout à l'heure. Ok, et je voyais comment l'art de mélanger. Vous avez déjà cuisiné? Ouais. Moi non. On m'a raconté que en fait cuisiner, c'est prendre un certain nombre d'ingrédients et les mélanger entre eux. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le mélange, c'est une science. Et que un mélange, il peut être quelque chose d'extraordinaire ou il peut être quelque chose de catastrophique. Et on va essayer de faire un petit peu, pas le tri, mais de comprendre la règle hein, qui va nous permettre de réussir les mélanges. Donc par exemple, on va voir dans la Torah un mélange comme celui, par exemple, du lait et de la viande. C'est quoi le mélange du lait et de la viande? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Hein? Nous, on n'a pas goûté. Mais la particularité du mélange du lait et de la viande, c'est que ce sont deux éléments qui sont parfaits. La viande, c'est cachère. Le lait, c'est cachère, enfin quand ils sont cachères. D'accord? Mais le mélange des deux, il pose problème. Ok? Vous savez que par exemple, si je vous demande qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est plus grave? Manger du cochon ou manger du lait avec de la viande? Si tu poses la question, c'est le lait et la viande. Ah bon? Parce que moi, je pensais bien que tu allais me dire ça. Donc en fait, non, je plaisante, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a des choses qui sont plus graves dans le cochon et d'autres qui sont plus graves dans le lait et la viande. Ok, par exemple, un four dans lequel on a fait cuire un aliment pas cachère, il est plus difficile à rendre cachère qu'un four dans lequel on a fait cuire du lait et de la viande. Ok, d'un autre côté, est-ce que j'ai le droit de vendre de la viande pas cachère? Oui. J'ai le droit d'en tirer profit. Ok? Si par exemple, j'ai une vache, et la vache elle meurt, et on n'a pas fait la shrita, elle n'est pas cachère, je ne peux pas la manger, elle est tréfa, j'ai le droit de la vendre. Par contre, du lait et de la viande, j'ai pas le droit de le vendre. C'est assour be'ana'a, comme on dit. Ok? Donc c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une gravité spécifique qui est non pas liée à l'élément en lui-même, mais au mélange. Ok? Est-ce que j'ai le droit de porter un vêtement en laine? Qui a dit non? Est-ce que j'ai le droit de porter un vêtement en lin? Très bien. Est-ce que j'ai le droit de porter est-ce que j'ai le droit de porter un vêtement en polyester? Le lin et la laine posent problème, c'est très grave. Très très grave. Comme je l'ai déjà dit cette semaine, vous connaissez la gravité du lin et de la laine? Vous savez jusqu'où ça va la gravité? Il y a deux indices qui nous montrent la gravité de la chose. Le premier indice, c'est que la halakha elle dit que si vous êtes, imaginez, vous êtes Rehov, donnez-moi une rue qui est très animée à Jérusalem. Et Mec Raphaël. Et Mec Raphaël. Un vendredi matin.
D'accord? La guerre. Devant un café, donnez-moi un café qui est bourré vendredi matin, celui que vous voulez, d'accord? Et puis devant le café, tout le monde vous regarde, hein, il n'y a que vous. Et puis d'un coup, on vous dit, mais tu sais que le vêtement que tu portes, il est chatnaise, qu'est-ce que vous devez faire? Bamacom, il faut l'enlever. D'accord, c'est bon, passons les détails, d'accord? Bamacom, il faut l'enlever. C'est très grave, quoi. Très grave. Autre chose que nous disent les Chachamim ils disent que celui qui porte un vêtement dans lequel il y a du lin et de la laine, sa tefila n'est pas écoutée par Hachem pendant 100 jours. Et j'ai même lu que c'est pas 100 jours en tout, c'est chaque fois que je le porte, il y a 100 jours en plus. Que Dieu nous en préserve. D'accord? Donc, d'où la gravité de la chose. Donc, vous voyez que le mélange, c'est un problème. C'est un problème. Et il y a des tas de lois dans la Torah sur les mélanges. Le bœuf et l'âne que j'ai pas le droit de mettre ensemble dans un attelage pour labourer mon champ, ok, etc., etc. Les éléments eux-mêmes ne sont pas problématiques. Le problème, c'est le mélange. D'accord? Or, dans la vie, rien ne peut se faire sans mélange. Rien. On va voir par exemple, et on va en parler, on va développer dans un instant, on va voir que par exemple, l'intelligence. Vous savez ce que c'est l'intelligence? Non. Peut-être que ce soir vous allez découvrir. Ok? L'intelligence, c'est toujours le fruit d'un mélange. D'accord? Pourquoi c'est le fruit d'un mélange? Parce que l'intelligence ne vient que grâce au fait d'apprendre. Et apprendre, ça veut dire que je subis l'influence de celui qui m'enseigne ou qui m'informe. C'est un mélange. Si je reste isolé, je ne peux pas devenir intelligent, c'est impossible. C'est une condition sine qua non. Donc ça veut dire que le mélange, des fois, il est bienfaisant. J'ai besoin de me mélanger. Ok? Après, à l'intérieur des mélanges, il va y avoir aussi des règles à savoir respecter. Ok? Si par exemple, je vous demande au hasard un mélange homme-femme, bien ou mal? C'est très bien. Hein? Bien après le mariage et pas bien avant le mariage. Ah, ça dépend. Avec ta femme, après le mariage, c'est bien. Mais avec une autre femme, non. Ok? Et même avec ta femme, il va y avoir des règles. Un couple juif, c'est un couple qui se sépare, et puis qui se retrouve, et puis qui s'attend, et puis qui... D'accord? Donc ça veut dire que il n'y a pas de mélange qui soit bon ou de mélange qui soit mauvais. On va prendre un autre exemple. Mélanger des juifs et des non-juifs, c'est bien ou c'est mal? Ça dépend. Ça dépend à quelle fin. Si c'est pour du business, voilà. Oui, non, mais si c'est pour du business, même si c'est pour apprendre des choses. Voilà, il peut y avoir un enrichissement extraordinaire. Ah oui. Ok? Il peut y avoir un enrichissement extraordinaire. Mais il peut y avoir aussi quelque chose de dévastateur qui s'appelle... Voilà. Ou en un mot plus, on va dire plus passe-partout, l'exil. C'est quoi l'exil? L'exil, c'est pas un problème géographique. L'exil, c'est quand je subis une influence et que cette influence, elle me dénature. C'est ça l'exil. Mais pour que cette influence puisse exister, il faut qu'il y ait un mélange. Le mélange, il est nécessaire, ou même des fois, je ne l'ai pas choisi. Là, l'exil, quand c'est un exil géographique, on ne l'a pas choisi. Donc, il a fallu qu'on essaie de composer avec. On a composé, tant bien que mal. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Et ces règles-là, mes chers amis, elles sont la clé de l'échec ou de la réussite. Voilà ce que j'étais venu vous dire ce soir, ça va être ma conclusion dans un petit moment, enfin dans un grand moment, ok? C'est que réussir dans la vie, c'est savoir faire un mélange de façon convenable. L'échec dans la vie, c'est quand on ne sait pas faire les mélanges. C'est pas la peine d'essayer d'envisager la vie sans faire d'alliage, d'amalgame, de subir des influences ou d'être un influenceur. C'est impossible, c'est pas chaillard comme on dit en hébreu. Ok? Donc finalement, toute la problématique, ça va être comment gérer ce qu'on va appeler, nous, ce soir, le principe des mélanges. Et donc en fait, dans la vie,
Comme j'ai besoin de partenaires dans tous les domaines de la vie. J'ai besoin de me marier, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'étudier la Torah, j'ai besoin de faire du commerce ou autre chose. Si je suis médecin, il faut que j'ai des patients. D'accord ? Tout ça, ça va être des mélanges qu'il va falloir rendre positifs, les faire de façon intelligente. Et c'est un petit peu l'idée que je voulais vous proposer ce soir. Alors, dans un cours que j'ai donné ailleurs, donc je ne vais pas y revenir très longuement, je vais juste prendre la quintessence de ce qu'on a déjà expliqué. Il y avait une idée selon laquelle, lorsque les Juifs sont descendus en Égypte, donc à l'époque de Yosef, ils ont tenu, Yosef, ses frères, son père, leur père, ils ont tenu à ne pas se mélanger complètement aux Égyptiens. Et donc, ils ont cherché à habiter dans une province qui s'appelait Goshen. Et ils avaient peur que Pharaon préfère profiter justement du génie juif et essayer de les assimiler ou de les intégrer. Et ils vont lui dire non, on ne peut pas, il va falloir qu'on habite à Goshen. Pourquoi ? Et je vous la fais courte, ils vont argumenter en disant à Pharaon que les Juifs, par tradition, sont des bergers, ce sont des éleveurs. Donc ça veut dire qu'en fait, leur principale source de revenus, mais c'est également ce qui va être une partie de notre identité, c'est les animaux. Les animaux. Abraham était berger, Yitzhak était berger, Yaakov, Moshe, David, tous les grands hommes de notre peuple ont été des bergers. D'accord ? Alors que les Égyptiens, eux, c'était plutôt des agriculteurs. Eux, c'est un pays qui était d'une extraordinaire fertilité. Tout ce qu'on plantait y poussait, comme disent les versets dans la paracha de Ekev, etc. Il n'y avait qu'à planter pour que ça pousse. Donc eux, leur revenu venait de la terre. Et on va expliquer qu'il y a une grande différence entre le berger et le paysan, l'agriculteur. L'agriculteur, il a une relation avec sa terre, qui est une relation qui est très intime, certes, mais qui est très, quelque part, qui est une relation stérile. Ça veut dire que entre lui et sa terre, il n'y a rien d'autre. Sa terre, elle lui donne des fruits, lui, il profite de ces fruits-là, il la travaille, et puis ça s'arrête là. C'est très limité au niveau relationnel. Alors que par principe, un berger, il va s'occuper de ses animaux, il va subvenir à tous leurs besoins, il va constamment chercher à les nourrir, il va devoir se déplacer constamment pour aller leur chercher de la nourriture. Il y a même un côté sentimental, mais réciproque. Vous voyez, l'animal, il s'attache à son maître, le maître s'attache à son animal. On a expliqué, mais ce n'est pas l'idée de ce soir, qu'il y a une espèce un échange dans la dimension qui s'appelle la vie. En hébreu, on a appelé ça la chayut. Je vis parce que grâce à ceux à qui je donne, si ceux à qui je donne sont des animaux, ils sont vivants, on échange un petit peu de notre vitalité. Alors qu'avec une terre ou un objet, on ne peut pas échanger la vitalité. Bref, donc on a expliqué que, en fait, le produit de la terre, c'était quelque chose qui n'était pas fécond. En tout cas au niveau de l'échange. Alors que l'animal, lui, il permet de créer ce qu'on a appelé une relation. Et en fait, le peuple juif vient de berger. Pourquoi ? Parce qu'on a cherché constamment à établir des relations. Le propre du juif, on a dit ici ou là que le peuple juif était le peuple du livre. C'est pas vrai, c'est pas juif de dire ça, vous savez. Nous, on est le peuple de la parole. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas un livre. Si j'ai un livre, ce livre prend toute sa dimension si je peux en parler avec quelqu'un. La Gemara, elle dit, par exemple, qu'il est interdit d'étudier seul. Au point, dira la Gemara, o chavruta, o mituta. C'est-à-dire, ou bien je suis dans l'échange, ou bien alors, c'est pas une vie, quoi, c'est comme la mort. Mituta, c'est la mort en araméen. Parce que quand on vit en vase clos, quand on vit replié sur soi-même, c'est pas une vie. Vivre pleinement, c'est échanger. Mais échanger implique donc des mélanges, et ces mélanges, mes chers amis, il va falloir qu'on les réglemente. D'accord ? Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer. On va essayer de comprendre tous ensemble ce soir, parce que je ne peux pas vous dire qui il faut épouser et qui il ne faut pas épouser. Ok ? Par contre, je ne peux pas vous dire avec qui il faut travailler ou avec qui il ne faut pas travailler. Je ne peux pas vous dire avec qui il faut être copain ou avec qui il ne faut pas être copain.
ok? Parce que de toute façon, vous ne m'écouterez pas, n'est-ce pas? Vous êtes un peu comme mes enfants, quand ils ne m'écoutent pas, quand je leur dis fréquente celui-ci ou fréquente pas celui-là, d'accord? Donc, je vais essayer de clarifier avec vous, en fait, comment choisir, comment établir une relation saine. Et encore une fois, je vais commencer par la fin. Je vais commencer par la fin. Et je vais vous dire quelque chose de très logique que vous savez tous, ok? Vous savez tous que on possède chacun d'énormes qualités, n'est-ce pas? Vous avez des qualités, vous? Ouais. Oui ou non? Oui. Des défauts aussi, peut-être? Ouais. C'est quoi un bon ami? C'est quoi une bonne relation? C'est la personne qui va m'aider à exploiter ce que j'ai de meilleur. Et voilà, mes chers amis, ne l'oubliez jamais. Dans la vie, vous allez rencontrer deux types de personnes. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous permettre de faire sortir ce qu'il y a de meilleur chez vous. Et vous allez rencontrer des gens avec qui ça va être le contraire. Toxique. Mais pas parce que eux, ils sont toxiques. Eux, ils sont aussi bien que vous. Mais dans votre relation, ils vont faire sortir de vous ce que vous avez de pire. D'accord? Je donne un exemple, c'est une image, une illustration. Hein. Imaginons quelqu'un qui vous énerve. Vous avez déjà fréquenté des gens qui vous énervent? Ouais. Moi aussi, tous les jours. D'accord? Il vous énerve. Il vous rend nerveux. Il vous met en colère. Mais moi, je voulais pas être coléreux. Mais je la contiens en moi, la colère. On a tous de la colère en nous. Eh bien, une mauvaise relation, c'est une relation qui fait sortir ma colère. Il m'énerve. D'accord? Il m'énerve. Une bonne relation, c'est quelqu'un, non, au contraire, qui va m'aider à ne pas être celui que je veux pas être. Vous voyez, c'est simple comme règle. C'est simple. Quand vous choisissez, quand vous avez des amis, vous vous posez cette question? Vous allez me dire, mais avant de le connaître, c'est difficile de le savoir. Ok? Mais c'est pas grave. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas que vous ayez les réponses à toutes les questions qu'on va se poser. Ce qui est intéressant, c'est que vous posiez les questions. Posez des questions. Alors, on peut même imaginer un couple dans lequel chacun, il fait sortir chez l'autre ce qu'il a de meilleur. D'accord? C'est un couple parfait. D'accord? Il y a des couples où c'est le contraire. C'était des gens gentils, extraordinaires, etc. Mais ensemble, ça a été une catastrophe. D'accord? Comprenez bien, je ne suis pas en train de dire que ce que je suis devenu, c'est de la faute de l'autre. C'est trop facile. Ça, vous ne m'entendrez jamais le dire. Mais, j'ai pas, en tout cas dans cette relation-là, j'ai pas réussi à faire en sorte que le résultat de cette relation soit que sort de moi, soit exploité de chez moi ce qu'il y avait de meilleur. La règle, elle est simple à comprendre, n'est-ce pas? La mettre en application, c'est déjà une autre histoire. Voilà pourquoi on a besoin d'un cours pour arriver à cette conclusion tout à l'heure. Et le cours, on peut le commencer sous plusieurs angles, mais je vais en choisir un, parce qu'il est en relation avec la paracha de la semaine. Il y a marqué dans la paracha de cette semaine, voilà, j'ai un fromage ici, ok, que dans Kitissa, la Torah nous raconte que l'artisan du Mishkan, c'est un homme qui s'appelle Betzalel. Ok? Tout le monde a entendu parler de Betzalel. La Torah me dit, qui est ce Betzalel? Alors, la Torah raconte, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Re'e karati beshem Betzalel ben Uri ben Hur le Maté Yehuda. Ok, donc Hachem il présente à Moshe ce fameux Betzalel. Et il lui dit, voilà qui est Betzalel. Va maleoto roach Elokim bechokma ou bidvuna ou bedaat ou bechol melacha. C'est un génie Betzalel. Il est doué de chokma, de tvuna, bina, de daat, de kol melacha. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Ok? On ne va pas rentrer dans tous les détails de l'intelligence. Ok, c'est pas le cours de ce soir. On va expliquer une idée. L'idée, mes chers amis, c'est la suivante. Écoutez bien.
Parce que ça vous évitera de tomber dans le piège dans lequel vous auriez pu tomber il y a un instant quand je vous ai dit qu'une mauvaise relation, c'est une relation dans laquelle l'autre fait sortir de moi ce que j'ai de pire. Genre l'alibi. Ok? Non. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que le premier aspect d'une relation, vous savez ce que c'est? C'est la connaissance. Alors, on va commencer très simplement. Une relation, c'est quand je connais quelqu'un, n'est-ce pas? Quand je suis tout seul, je connais personne. Connaître quelqu'un, c'est une science. C'est une science. Par exemple, est-ce que vous pouvez affirmer que vous connaissez beaucoup de monde? J'aurais pu être plus méchant, j'aurais pu vous demander est-ce que vous pouvez affirmer que vous connaissez ne serait-ce qu'une seule personne? Très difficile de connaître quelqu'un. Qui vous connaissez? Qui vous connaissez? Vos amis? Est-ce qu'on est sûr de connaître ses amis? Nos enfants? C'est un rêve. C'est un rêve de connaître ses enfants. Moi, je pense qu'il n'y a pas pire parent. Moi, je pense... Non, mais attends, on va se mettre d'accord, une fois pour toutes. Le mot, ça dépend, ok? Il veut rien dire. Non, mais tu peux avoir une relation avec tes enfants qui est très proche, à parler de tout et de rien avec eux, et apprendre à les connaître. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Je ne suis pas plus parent que toi, ok? Mais les enfants, ils ne te permettent de découvrir d'eux que ce qu'ils veulent bien que tu découvres. Ok? Je pense comme ça, moi je vais être un peu sévère. Je pense qu'il n'y a pas pire parent au monde que celui qui dit « moi je connais parfaitement mes enfants ». Parce que celui-là, il n'est pas vigilant. Et en n'étant pas vigilant, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, il va commettre une erreur. Ok? C'est quoi une erreur? C'est-à-dire que l'enfant, il a besoin que ses parents cherchent constamment à le découvrir. Donc ça, c'est par rapport aux enfants. Mais on peut aller plus loin. Un conjoint. Je suis marié avec quelqu'un depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. On se connaît parfaitement, non? Ben, vous remarquerez qu'il y a des couples dans lesquels un jour, ils découvrent que finalement, ils croyaient se connaître. C'est fou. Très difficile de connaître quelqu'un. Mais, vous savez quoi? Laissons ces théories pour une autre fois. Une autre fois. Quand est-ce qu'on peut dire je connais quelqu'un ou pas? Non, moi, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Je voulais aller directement à l'étage du dessus, au second niveau. Et je voulais dire comme ça, que en fait, ce qu'il y a d'enrichissant dans une relation, c'est la connaissance, mais pas forcément de l'autre. C'est la connaissance de moi-même. Parce que finalement, il n'y a que dans, excusez-moi l'expression, dans la confrontation que je me découvre. Que celui qui vit seul, ben finalement, il ne se connaît pas, il ne peut pas se connaître. Moi, un exemple que je donne toujours, d'accord? Moi, je suis marié avec mon épouse, qui est là, depuis bientôt 30 ans. Ça fait 30 ans, d'accord? En 30 ans, combien de fois on s'est disputé? Hein? Des tonnes de fois, quoi, d'accord? Vraiment des tonnes de fois. Maintenant, moi, personnellement, les disputes, elles viennent, je les oublie très vite. Les femmes, c'est autre chose, mais en tout cas, les hommes, ils oublient très vite. D'accord? C'est-à-dire que je peux même vous dire une chose, c'est que je crois que toutes les disputes qui ont animé notre relation, parce que c'est une vraie animation, hein, d'accord? C'est pas grave, je suis disputé, il ne faut pas avoir peur, hein. Mais on les oublie. Moi, je peux affirmer qu'il y en a une dont je me rappelle avec précision. Une que j'oublierai jamais de ma vie. Laquelle, d'après vous? Si. Il y en a qui vont voir un psychologue. Moi, il m'en faut plusieurs. D'accord? D'après vous, quelle dispute j'oublierai jamais de ma vie? La première. Première, j'oublierai jamais, je m'en rappelle où c'était, pourquoi c'était, à quelle heure c'était, tout, je me rappelle de tout. D'accord? Pourquoi? D'après vous, qu'est-ce que cette dispute, elle a de particulier? Vas-y, dis-nous. Fais-nous profiter de ton expérience. Tu pensais connaître ta femme, Ah! tu pensais la connaître, et puis d'un coup comme ça... J'en voulais au moins un qui tombe dans mon piège. Au moins un! Qui me dise, parce que dans cette dispute, t'as découvert l'autre. Mais beaucoup trop facile. Beaucoup trop facile. Vous savez, je vais vous dire ce que j'ai découvert ce soir. Ce jour-là, pardon, c'était un matin. À quelle heure? Je vais vous dire ce que j'ai découvert. Et je suis très sincère, vous allez voir, c'est très simple ce que je vais vous dire. Je me suis découvert. Je me suis découvert. Vous savez pourquoi je me suis découvert? Je ne suis pas fier de vous le raconter, hein. Mais c'est un fait.
C'est un fait. Et je vous le raconte pas pour raconter ma vie, je vous le raconte parce que je suis sûr qu'un jour ou l'autre, vous allez tous vous reconnaître dans ce que je vais vous raconter. J'ai découvert quelque chose d'incroyable. J'ai découvert que j'étais capable de me disputer pour une chose qui finalement était aussi futile. Et si on m'avait dit, avant mon mariage, qu'un jour avec ma femme, avec la personne avec laquelle j'allais être la plus proche de ma vie, que j'allais tenter d'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, etc., ok, qu'un jour je me disputerais pour une chose aussi nulle, je vous aurais dit, mais jamais de la vie. Moi, avant le mariage, j'étais persuadé que j'allais être le mari parfait. Parfait. J'ai pas compris quand ma femme, elle a hésité, vous voyez. J'ai pas compris. Mais je vais être parfait. Et j'en étais convaincu. Comme tous ceux ici qui ne sont pas encore mariés. N'est-ce pas? Avant d'être père ou mère, on est persuadé qu'on sera les meilleurs parents du monde. On a des principes, on a des intentions, on a des projets. Tout est tellement clair. Et puis un jour, on est confronté à l'autre. Et on se dit, on se reconnaît pas, on se découvre. On dit, c'est moi là qui j'en ai parlé. Vous voyez, une dispute, elle n'est pas grave. Si elle nous permet de mieux se connaître. Parce que quand on se connaît mieux, et que finalement on se rend compte que on est capable de ceci ou de cela, il n'y a que comme ça qu'on peut regretter et qu'on peut évoluer, parce qu'on se dit, bon ok, j'ai compris, voilà ce que je suis. Donc ça veut dire qu'en fait, la relation, le mélange, la première chose qu'il a d'enrichissante, c'est qu'il me permet de me découvrir. Vous savez, il y a une comment on appelle ça, une épreuve, je ne sais pas comment on peut appeler ça, il y a une notion qu'on appelle l'ergonomie. Vous savez ce que c'est l'ergonomie? Moi, l'ergonomie, j'ai découvert ce que c'était quand mon père, à la Vache à l'Homme, avait malheureusement eu un AVC, et qu'il avait il avait une paralysie au niveau moteur. Et donc il y avait des gestes qu'il n'arrivait plus à faire. D'accord? Et il a suivi toutes sortes de thérapies. Et puis un jour, il y a une méthode, il a suivi une certaine méthode du professeur Feuerstein, et à un moment, il y avait ce qu'ils appelaient l'ergonomie. Vous voulez que je vous raconte l'exercice comme c'est simple? L'ergonomie, c'était notamment, il y avait une assiette dans laquelle il y avait plein de petites perles de différentes couleurs. Et le praticien, il lui a dit, voilà, par exemple, il y avait des verts, des bleus et des rouges. Il dit, voilà, sortez-moi toutes les perles rouges qui sont dans cette assiette. Et il a fallu qu'il différencie les perles rouges. Vous voyez? Et c'est-à-dire qu'en fait, comme il y avait des vertes et des bleus et des rouges, on lui a demandé de se concentrer sur les perles rouges. C'est ça l'ergonomie. C'est quand vous avez la capacité de faire le geste précis que vous voulez. D'accord? L'ergonomie, c'est un petit peu la façon d'optimiser un mélange. Nous, dans la Torah, on est très fort en ergonomie. Très fort. Okay? Par exemple, quand on utilise un couteau de lait pour couper de la viande, on va dire attention, est-ce qu'on peut extraire la viande de ce couteau pour pouvoir le réutiliser pour le lait? À quel point, lorsque tu as coupé ta viande, il y a eu un mélange entre le lait qui était contenu dans le couteau et la viande que maintenant tu voudrais manger. Magnifique. Vous voyez? Il y a un mélange, et la question c'est comment je peux différencier les choses. Mais vous comprenez que c'est l'antithèse du mélange que je veux créer des fois dans ma vie. D'accord? Moi, j'ai pas besoin, quand j'imagine une relation entre un homme et une femme, par exemple, de dire, bon, alors attention, chacun son territoire, toi... Si, j'ai besoin de savoir quel est le rôle de chacun, ça c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes cours, je ne cesse de le répéter, un couple solide, c'est un couple dans lequel il y a un homme, mais un vrai homme, et une femme, qui est une vraie femme. Et le jour où les notions elles se mélangent, d'accord, elles se dissipent, on n'a plus vraiment un homme et une femme, on n'a plus un couple. Donc ça veut dire qu'en fait, en quoi est-ce qu'un couple est enrichissant? C'est parce que quand un homme il se retrouve confronté à une femme, ça le recadre. Tout d'un coup, il va devoir être dans son rôle d'homme. Et vice-versa. Et c'est extraordinaire. Et la Torah, elle est très à cheval. Elle te dit, attention,
Les enfants, vous respecterez vos parents. Pourquoi? Parce que ce sont des parents et vous êtes des enfants. Regardez dans la société actuelle, comme c'est difficile de faire la différence. Pas au niveau génétique, tout le monde sait qui est le père, qui est la mère, qui est l'enfant. Non, au niveau du relationnel, au niveau de ce mélange qu'il faut savoir faire. Les enfants et les parents, ils sont faits pour vivre ensemble, mais attention, avec des règles. Parce que sinon, c'est du n'importe quoi. C'est l'anarchie. Alors la Torah, elle me donne des règles. Et ces règles-là, je ne peux les connaître que grâce à une certaine intelligence. Et je vais vous expliquer de quelle intelligence il s'agit. La Torah, elle a parlé de Chokhma, Bina et Da'at. Ok? C'est quoi Chokhma? Alors regardez Rashi. Rashi l'explique de façon tellement claire. Chokhma, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, il y a un petit moment, on a dit Maché Adam Shomea Me'acherim Velamed. C'est-à-dire le premier niveau de l'intelligence, c'est tout ce que je sais grâce aux autres, à quelqu'un d'autre. Vous savez que dans ma vie, moi, tout ce que je sais, tout, je le dois à quelqu'un. Tout. J'ai appris à parler parce qu'on m'a appris à parler. J'ai appris à lire parce que quelqu'un m'a appris à lire. J'ai appris une halakha parce que je l'ai lu dans un livre. Je sais que il faut faire ceci et pas faire cela parce que ma mère, elle m'a appris. Je sais que tout ce que je sais, on me l'a appris. Donc le premier niveau d'intelligence, c'est quoi? C'est ma dépendance vis-à-vis des autres. J'absorbe. Je suis influencé par tout ce que les autres peuvent et m'apportent. Très bien. Le deuxième stade de l'intelligence, c'est l'esprit analytique. C'est quoi l'esprit analytique? C'est quand je comprends une chose d'une autre chose. D'accord? Quelqu'un m'a appris A, quelqu'un d'autre m'a appris B, et moi je déduis. A, puisque j'ai A et C, donc j'additionne l'un et l'autre, et j'obtiens un résultat qui n'a rien à voir ni avec A, ni avec B. J'ai créé C. Si on ne m'avait pas appris A et B, je n'aurais jamais imaginé C. Mais justement, grâce à la chokhma que les autres m'ont donnée, alors je peux avoir la bina de comprendre. Davar, mitor davar. C'est clair? La troisième, c'est quoi? C'est un da'at. Rashi, Ruach HaKodesh. C'est quoi Ruach HaKodesh? Ruach HaKodesh, c'est l'inspiration. Et maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que da'at. Da'at, c'est une qualité d'une extrême importance. Je vais d'abord vous dire ce qu'on dit de da'at dans les Sfarim, dans le Midrash par exemple. Je vais vous citer un Midrash dans la paracha de Vaïkra qui dit la chose suivante, écoutez bien. Vaïkra El Moshe Vayedaber Hashem. C'est un verset, ok. Le Midrash dit comme ça, Mikan Amrou. Mikan, de là, Amrou, ils ont enseigné. On ne sait pas qui, peu importe, c'est une règle. Écoutez bien cette règle. Kol Talmid Chacham. Donc tout sage, vous comprenez? On parle de quelqu'un qui est instruit, qui a appris, qui a l'intelligence, qui a la sagesse, qui a chokhma, qui a bina, parce qu'il est à la fois talmid et à la fois chacham. Donc c'est-à-dire qu'il sait s'inspirer, comprendre des autres, mais en même temps, de tout ce qu'il a appris, il a développé une intelligence. Ok? Kol talmid chacham. Chez enbo da'at, à qui il manque cette troisième dimension de da'at, écoutez bien, nevela, tova et meno. Traduisez-moi. Un cadavre d'animal, c'est mieux que lui. Il vaut rien, quoi. Il vaut rien. C'est l'expression des Chachamim qui est très sévère. Toi, tu vaux même pas un cadavre, même pas une charogne. C'est ça, Nevela. Pourquoi tant de haine? Pourquoi on est si sévère? Le Maharal de Prague, il va expliquer. Il va dire qu'en fait, Da'at, c'est cette faculté qui sert à être mechaber les choses, à relier les choses entre elles. Les chaber. Vous savez être mechaber, vous? Est-ce que vous savez relier? Est-ce que vous savez que quand on vous apprend A et qu'on vous apprend B et que vous avez compris C, après C, il faut le mettre dans un cadre. Une fois que vous avez compris C, vous en faites quoi? C'est ça l'intelligence. Vous êtes un homme, messieurs? Vous êtes une dame, mesdemoiselles? Très bien. Quand vous êtes seul, c'est facile. Quand vous allez vous associer à quelqu'un d'autre, vous allez vous unir à autre chose que ce que vous êtes. Est-ce que vous allez être capable d'être mechaber? Tout le problème, il est là. Regardez ce que dit le Midrash. Celui qui sait être mechaber, ok, c'est un homme, c'est un être humain. Celui qui ne sait pas être mechaber, c'est même pas un animal. C'est un animal qui est mort. C'est que il est improductif.
En d'autres termes, la vie, l'essence de la vie, c'est de savoir faire des chibourim. Et ce qui est intéressant, c'est que le Midrash, il relie ça à l'intelligence. L'intelligence, la connaissance. La connaissance, c'est être capable de créer des liens, de relier les choses les unes entre elles. Et en fait, on va se rendre compte que quoi? Que la véritable puissance de celui qui possède date, ok, parce que c'est quoi le chibour, c'est quoi la relation? Alors voilà, un date, et ça va être ça notre idée maîtresse. Date, c'est la capacité à savoir quand est-ce que je dois être celui qui influence et quand est-ce que je dois être celui qui est influencé. Parce que le secret d'une relation, ok, c'est de savoir qui influence et qui est influencé. Parce que dans une relation, il y a toujours un influenceur et un influencé. Ok? Attention, ne me comprenez pas mal. Hein. J'ai pas dit que dans une relation, il y en a un qui domine l'autre. Non. Influenceur, influencé, ça peut changer toutes les secondes. Par exemple, voilà. Je vous parle. Qui influence qui? Voilà. Et bien, tu sais quoi? Tu viens de m'influencer. Parce qu'en me donnant une réponse, à travers vos regards, à travers les moments où vous ne me regardez pas, d'accord? Genre, je vous perds, quoi. Il y en a que je perds de temps en temps pendant la soirée, d'accord? Ben, ça m'influence. Ah, là, il faut que ce soit plus percutant. Ah, là, c'est nul. Ah, là, ils aiment pas. Ah, là, ils ont rien compris. Ah, là, ils sont fatigués. D'accord? Il y a un tas de... Enfin, ok. Il y a énormément d'influence dans un cours de Torah ou dans une discussion, mais qui change sans arrêt. Sans arrêt. Vous voyez? Regardez, vous voulez fréquenter qui vous avez envie? Qui vous avez envie? Vous pouvez. Vous pouvez, à condition de connaître cette science qui s'appelle l'influence. Est-ce que vous savez quand il faut être mashpia et quand il faut être mouchpa? Vous connaissez l'histoire de Elisha ben Abouya? Elisha ben Abouya, c'était ce grand maître, qui était le Rav Mouvak de Rabbi Meir. Et on va raconter dans la Gemara que Elisha ben Abouya, un jour il voit un enfant, son père lui demande d'aller chasser la maman de oiseaux pour récupérer les oisillons. Alors l'enfant monte sur l'arbre, il accomplit simultanément 2 mitzvot, lesquels? Kibud Avaim et Shilu Achaken. À propos de ces 2 mitzvot, il est écrit « Elles te rallongeront la vie », et voilà que l'enfant tombe de l'arbre et il meurt. D'accord? Elisha ben Abouya, il voit ça, il est révolté. Et la Gemara raconte qu'il va rejeter toute la Torah. Au point, et c'est unique dans l'histoire, au point qu'on ne va plus l'appeler Elisha ben Abouya, comment on va l'appeler? Acher, l'autre. On va lui enlever son nom. On ne veut même plus dire son nom. Terrible, terrible. Et la Gemara raconte que les Ramim sont mortifiés, sont tristes. Parce que Elisha ben Abouya, il a porté énormément dans la yeshiva, dans le Beth Midrash. Rabbi Meir, il est perdu. Sans son maître, il est perdu. Et la Gemara raconte que Rabbi Meir, à certains moments, dans certaines circonstances, pour certaines questions, il va aller consulter Elisha ben Abouya parce qu'il se dit, personne d'autre peut m'apporter des réponses. Alors les Ramim vont lui dire, mais une seconde, c'est très dangereux. Quelqu'un qui a viré comme ça, il peut avoir une influence catastrophique. Et Rabbi Meir, il va dire, non, moi je sais, comme ça elle va dire la Gemara, je sais manger le fruit et jeter l'écorce. Mais personne d'autre ne le sait. Personne. Mes chers amis, il y a des gens avec lesquels il vaut mieux pas discuter. Des fois, c'est tentant d'aller discuter. Tiens, je vais lui montrer, que j'ai raison. Tiens, je vais lui montrer que la Torah, elle incarne la vérité. Soyez très prudents. Très prudents. Parce que des fois, d'influenceur, vous pouvez devenir influencé. Vous ne pouvez pas savoir. Donc finalement, c'est quoi une bonne relation? Le mot-clé dans une relation, mes chers amis, c'est compatible ou incompatible. Une relation basée sur la compatibilité, c'est quand la dose d'influence mutuelle va permettre, comme on l'a dit, à chacun de faire sortir le bien qui est en lui.
La relation basée sur l'incompatibilité, c'est le contraire. C'est quand dans une relation, celui qui est face à moi, il va avoir une influence négative. Et au lieu de faire sortir le bien qui est en moi, il va faire sortir le mal. Vous comprenez? C'est l'idée de ce qu'on a expliqué, Shahatnez. C'est quoi Shahatnez? Shahatnez, c'est le lin et la laine. Et les ramis vont expliquer le nombre de différences qu'il y a entre le lin et la laine, etc. La laine se mélange aux autres. La laine, quand on la tend, la fibre de la laine, elle absorbe la couleur. Vous voyez, un vêtement en laine, il est complètement teinté, coloré par la couleur qu'on lui a imposée. Alors qu'un vêtement en lin, non. La fibre du lin ne se mélange pas. Elle reste blanche et on a superposé dessus une couleur, comme un mur par exemple que l'on a peint. Le mur il n'a pas changé de couleur, mais dessus il y a une couche de couleur. Vous voyez? C'est-à-dire que le lin, il ne se mélange pas. Il se mélange pas. Alors la Torah va dire on ne peut pas mélanger les deux. Il n'y a pas d'explication à cela. Je ne cherche pas à expliquer cette mitzvah. C'est un chok. Mais par contre, il y a une logique. La logique, c'est qu'il y a des mélanges qui ne sont pas possibles. Le lait, la viande, tout ça, on peut en parler pendant des heures. Ce sont deux tendances qui sont très différentes. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que le propre d'un mélange, c'est quand chacun apporte un plus à l'autre. Et en effet, la Torah et les Ramis, il foisonne d'exemples pour expliquer comment dans la vie, tant qu'on n'est pas marié, on ne peut pas se réaliser. Vous en êtes conscients, ça, mes chers amis? On ne peut pas se réaliser tant qu'on n'est pas marié, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a en nous tellement de qualités qu'on ne peut pas extraire, qu'on ne peut pas exploiter quand on est tout seul. On est obligé d'être face à quelqu'un qui, malheureusement, j'ai envie de dire, incarne le contraire de ce que je suis. Masculin, féminin, c'est terrible. C'est un choc incroyable. Incroyable. Vous savez, il n'y a pas de méchant mari ou de méchante femme, ou de bon mari ou de bonne femme. D'accord? Il y a quoi? Il y a des bons mélanges et des mauvais mélanges. Et un bon mélange ou un mauvais mélange, c'est pas à cause de l'un ou à cause de l'autre. Non, c'est à cause des deux. C'est à cause des deux. C'est-à-dire qu'en fait, une relation ratée, c'est pas quand la personne qui était face à moi m'a pas permis de donner le meilleur de moi-même, non. C'est quand moi, je lui ai pas permis de donner le meilleur d'elle-même. Parce que une relation, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur ce qu'on s'apporte mutuellement. Ok, j'explique. Vous avez des couples qui sont constamment en attente. Constamment. Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu me prends? Qu'est-ce que tu me rapportes? Ok. Vous avez des relations dans lesquelles on s'est complètement fourvoyé. Par exemple, beaucoup de couples, avant de se marier, pensent que le couple idéal, c'est par exemple deux personnes qui ont les mêmes goûts, qui ont les mêmes passions, vous voyez? Moi j'adore le tennis, donc il faut absolument que j'épouse quelqu'un qui aime le tennis. Sinon c'est pas possible. Parce que beaucoup de gens pensent qu'une relation, en fait, c'est partager ce que je vis, ce que je suis. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, quand je vois un beau coucher du soleil, j'ai besoin pour l'apprécier d'être à côté de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'aime beaucoup, et puis ensemble on vit la même émotion, et puis c'est magnifique, quoi, vous voyez? Au lieu de la vivre seule, on la vit à deux. Beau, hein? On appelle ça bisous. Voilà, ok? Genre, la vie, c'est un conte, c'est un roman, quoi. C'est un roman dans lequel chacun, en fait, il voit la vie comme il a envie de la voir, et donc il va voir l'autre comme il a envie de percevoir l'autre, en attendant que le deuxième corresponde à sa vision des choses. Vous voulez que je vous dise, je m'excuse, vous n'êtes peut-être pas venu pour entendre ça, mais maintenant que vous êtes là, vous êtes coincé, une relation, c'est exactement l'inverse. Une relation solide, c'est une relation qui est basée sur le mélange de deux personnes qui n'ont pas les mêmes goûts. Qui n'attendent pas de l'autre qu'elle lui donne exactement, ou qui lui donne exactement ce qu'il attendait. Parce que mes chers amis, pour voir la vie comme vous avez envie de la voir, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous débrouiller tout seul. Vous pouvez vous débrouiller tout seul. Si vous cherchez quelqu'un qui va vous dire constamment que vous avez raison,
que ce que vous pensez est vrai, je vais vous faire économiser beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Restez tout seul. Vous n'aurez jamais autant raison que quand vous êtes seul. Jamais. Non, c'est pas ça un mélange. C'est pas ça. Vous avez remarqué qu'il y a des plats ou des recettes, ce qu'on m'a dit moi, je l'ai découvert un jour, dans lesquels on rajoute et du sel et du sucre. C'est vrai ou pas? Je crois que dans les chalotes, on met du sel et du sucre. Moi, je me suis toujours demandé, mais enfin, mais c'est ridicule. J'ai une idée. On n'a qu'à mettre ni l'un ni l'autre. Pas mieux, franchement. Puisque si le sel annule le sucre et le sucre annule le sel. Ah non, on m'a expliqué que pas du tout. Le sel, il annule pas le sucre. Non. Il fait quoi le sel? Hein? Pourquoi vous mettez du sel dans un aliment? Comment? Relève quoi? De quoi? Hein? Ouais, mais c'est exactement ça. C'est quand vous mangez une bonne viande et que vous rajoutez du sel, c'est pas pour manger du sel. C'est pas pour manger du sel, sinon mangez la cuillère le sel. Non. C'est parce que le sel, il va relever le goût de l'autre aliment. Mais c'est pas extraordinaire, ça. Alors, quand vous rajoutez du sel et après du sucre, en fait, le sucre, il va relever le sel il va relever le sucre. Enfin, je sais pas exactement si c'est comme ça que ça marche, hein. Mais c'est le mélange qui va donner quelque chose de nouveau. Mais ce mélange, il est basé sur des contraires. Des contraires. Mesdames et messieurs, pour ceux qui n'êtes pas encore mariés, arrêtez de chercher quelqu'un qui vous ressemble, qui a les mêmes goûts. Ok, il faut qu'il y ait des choses en commun. À l'origine, je suis d'accord avec vous. Ok? Mais c'est pas ça le secret de la réussite. C'est pas ça qui rend une relation solide, c'est-à-dire enrichissante. Pas du tout. Pas du tout. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Mais dans votre relation avec votre conjoint, en général, vous allez avoir tort. L'autre, il va essayer de vous démontrer que c'est pas comme ça. Et ça va vous énerver. C'est vrai, moi je vous dis, hein, je suis pressé que vous vous mariez pour voir ce que les autres vivent, quoi, vous voyez. Vous imaginez pas. Constamment, ah non, mais c'est pas comme ça, mais pas du tout. Mais arrête, encore une fois, tu t'es planté, tu vois. Et c'est basé sur ça, une relation. Reprenez-moi si je me trompe, c'est pas comme ça chez vos parents? La vérité. Hein? C'est pas genre constamment, constamment, non, au crachet, mais très souvent pas d'accord. Ils ont tout simplement pas le même point de vue. Ils n'ont pas la même perception des choses. Heureusement. Alors, à quoi ça sert tout ça? Ça sert à ce que finalement, dans cette confrontation, eh bien, il y a une découverte qui va d'abord commencer par la découverte d'autrui et qui va amener vers la découverte de moi-même. Mais pour en arriver là, quelle est la condition sine qua non? Voilà, je vous explique le parcours. Le parcours, c'est que il y a un échange. Je te donne, tu me donnes. Et maintenant, je vais vous expliquer quelle est la vraie magie. La vraie magie, c'est que la reconnaissance qu'on doit avoir les uns à l'égard des autres, c'est pas par rapport à ce que l'autre me donne. Vous savez ce que c'est être romantique? Est-ce que vous savez ce que c'est être romantique? Non? Je vais vous apprendre. Je vais vous apprendre ce que c'est être romantique. Être romantique, c'est passer son temps à remercier son conjoint, non pas pour ce qu'il me donne, mais pour ce qu'il accepte de recevoir de ma part. Parce que dans la vie, on n'est pas malheureux quand personne ne nous donne. On est malheureux, chas shalom, quand il n'y a personne pour recevoir ce qu'on a à donner. Et en fait, écoutez bien, la première découverte dans une relation, c'est que je rends heureux quelqu'un, mais je ne savais pas qu'il était capable de donner autant de bonheur. Mais regardez, vous savez, les jeunes, ils se rencontrent, au début ça cafouille un peu, ça hésite, oui, non, un pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas en avant, d'accord? Et puis au bout d'un moment, vous allez voir que, hop, les pas, ils vont toujours en avant. Et puis là, il s'est passé quoi? Il s'est passé que finalement, l'un, dans le regard de l'autre, il a perçu le plaisir qu'il était capable de lui apporter. Voilà, avis à la population, pour tous ceux qui n'ont jamais été amoureux, ok, attention, préparez-vous. Ça va être incroyable. Vous allez vous rendre compte que vous rendez quelqu'un heureux. C'est incroyable, mais c'est de la folie. Et là, vous allez vous découvrir. Et là, n'oubliez surtout pas de remercier l'autre, d'accepter ce que vous avez à lui offrir.
Vous n'auriez jamais été conscient de ce que vous pouvez lui donner. Regardez, fermez les yeux 2 minutes et imaginez. Imaginez. Le jour de la naissance de votre premier enfant. Alors là, c'est... Il faut imaginer. Comme tu veux. Comme tu veux. Peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, Bezrat Hashem. Peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Ok. Non, mais les petits-enfants, tu as droit à une part. Mais l'enfant, là, il est là, il vient de naître, que vous soyez le père ou la mère. Hein. Et quoi? Qu'est-ce qu'il a de magique, ce moment-là? Vous avez un petit être entre les bras que Hachem va vous confier. Et ce petit être, pendant un certain temps, après, ça va changer quand ils vont grandir. Hein, profitez pendant qu'ils sont petits, ok? Et pendant un certain temps, hein, tout ce que vous allez lui donner, il va l'accepter. C'est incroyable. D'ailleurs, ça tombe bien parce que sans ça, il ne peut pas vivre. Et vous dites quoi? Il dépend de moi. Il dépend de moi. Et puis un jour, il va un peu grandir, et si c'est un garçon, et vous êtes le père, si c'est une fille, vous êtes la mère, l'enfant, il va essayer de vous recopier. Oh, je suis un modèle. Il y a quelqu'un qui essaie de me ressembler, mais c'est de la folie, quoi. Ah, c'est ça, recevoir, vous comprenez? Eh ben, même entre un homme et une femme, il y en a un qui donne et l'autre qui reçoit. Moi, j'ai souvent entendu des couples me dire, oui, vous comprenez, moi je donne, et l'autre, il donne rien. Et moi, j'ai envie de les frapper. Mais tu comprends pas que c'est le plus beau cadeau qu'on peut te faire? D'accepter tout ce que tu as à donner? Eh ben non. Ben non. Parce qu'il y a des relations dans lesquelles on se découvre comme étant un preneur, au lieu de se découvrir comme étant un donneur. Quel dommage. Vous voyez qu'il y a des relations où on ne fait pas sortir de vous ce qu'il y a de meilleur. Parce que ce qu'il y a de meilleur en vous, c'est ce que vous êtes capable de donner, pas de recevoir. Si vous voulez recevoir, il n'y a pas de problème. Allez à des cours de Torah, on va vous donner un maximum. Et là, vous allez faire que recevoir. Mais dans la relation, hein, dans une vraie relation vraie avec quelqu'un, notamment dans le couple, ce qui va être déterminant, c'est tout ce que vous avez à donner. Le soir, quand vous allez vous coucher, dès que vous serez marié, vous devez vous poser une question. Combien j'ai donné aujourd'hui? J'aurais pu donner plus ou j'ai donné mon maximum? Ok? Et lorsque vous arriverez au résultat et que vous constaterez tout ce que vous avez donné, n'oubliez pas de remercier, même s'il dort, vous le réveillez. Hein. Je voudrais te remercier. Merci d'avoir reçu tout ce que j'avais à te donner. Ok? C'est vrai, on a trop été habitué à remercier pour tout ce qu'on nous a donné. C'est pas ça la clé du bonheur, pas du tout. Alors voilà, revenons à ce que nous disions et faisons un petit point, d'accord? On fait une première synthèse. Une relation, elle est basée sur la connaissance. Date. Vous m'apprenez A, vous m'apprenez B, j'invente C, et avec ce C, ben, je vais découvrir. Je vais découvrir des choses. Ok? Le date, c'est quand je suis confronté à quelque chose d'autre, qui souvent est différent de moi. Et ce date, quoi, il me permet de me découvrir. Pour ça, il faut d'abord que je découvre l'autre. Je découvre l'autre. C'est quoi découvrir quelqu'un? C'est savoir qu'est-ce que je peux donner à cette personne. Il ne faut pas non plus donner n'importe quoi. Ok? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a des couples où on fait des erreurs. Où l'un des conjoints ou les deux conjoints sont persuadés que ce qu'ils doivent donner à l'autre constamment, c'est ce que c'est? C'est des conseils. D'accord? Je te conseille de faire ceci, je te conseille de faire cela. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Non, donner, c'est beaucoup plus que ça. Alors, à travers la capacité qu'a l'autre à recevoir ce que j'ai à lui donner, je découvre ma capacité à donner. Je découvre qu'est-ce que je suis capable de donner. J'existe grâce à l'autre. Vous voyez la différence qu'il y a entre un berger et un agriculteur? Un agriculteur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son champ pousser. Mais d'accord, un champ, il ne pourra jamais donner plus que ce qu'on y a planté. Alors qu'un animal, toute sa vie, il évolue. Toute sa vie. Toute sa vie, il va apporter quelque chose de nouveau. C'est ça la vie. Tout à l'heure, j'ai parlé de chayout. Chayout, c'est quand tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Pourquoi une relation, on peut ne pas s'en lasser pendant des dizaines d'années? Parce que constamment, on a quelque chose de nouveau à se donner. On est dans une découverte qui est ininterrompue. Ininterrompue. Donc, notre première idée, c'est celle-là. Là, le mélange est quelque chose de compliqué.
le bon mélange, c'est celui dans lequel j'arrive à exploiter ce que j'ai de meilleur. C'est ce qu'on appelle la relation quand elle est compatible. Quand elle est compatible. Ok ? Donc, lorsque la Torah a créé, lorsque Hachem a créé un homme et il a créé une femme, vous savez pourquoi Dieu les a créés ? Pour qu'ils s'aiment. Qu'ils s'aiment. Il ne faut pas oublier que le but d'un mariage, ben c'est l'amour. C'est le but, c'est l'objectif. Et la Gemara, j'ai lu un texte qui dit quelque chose de très beau, qui dit que quand un homme, enfin un être humain, quoi, il donne à quelqu'un d'autre, regardez ce qu'il y a marqué. Il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, il le regarde et il dit « Je me reconnais complètement dans celui-là. Il est comme moi. Moi aussi, j'ai créé le monde pour donner aux hommes, pour qu'on s'en serve, pour qu'on en profite. Et bien lui, il fait comme moi. Vous n'aimeriez pas, vous, qu'un jour Hachem dise de vous « Qu'est-ce que tu me ressembles ?» Magnifique. Vous voyez, c'est ça l'amour. Ça, c'est l'amour, je crois, à son apogée. D'accord ? C'est la plus belle dimension de l'amour. C'est quand je fais de ma vie un outil qui me permet de donner à l'autre. Donc du coup, je me découvre, du coup je suis reconnaissant vis-à-vis de l'autre parce qu'il est d'accord de recevoir. Maintenant attention, l'autre il va être exigeant aussi. N'attendez pas de votre conjoint qu'il reçoive tout ce que vous voulez lui donner. Il va faire un choix, il va filtrer. Il y a des choses qui vont l'intéresser, d'autres non. Des fois il va être d'accord, des fois il va pas être d'accord. Moi je crois d'ailleurs que les vraies disputes dans un couple, disputes, elles viennent de ce que chacun il aimerait pouvoir imposer à l'autre ce qu'il a envie d'imposer. Mais l'autre il n'est pas d'accord de recevoir ça. Il dit ça je veux bien, ça je veux pas. Vous voyez ? Et moi j'ai entendu aussi des couples très souvent me dire vous comprenez, il ne m'accepte pas comme je suis. C'est un problème ou pas ? Moi j'ai une solution. Change. Mais ils ne sont pas d'accord. Et pourtant, des fois dans la vie, il faut changer. Il ne faut pas changer ce qu'on est, il faut changer ce qu'on donne. Et ça, tout le monde en est capable. Tout le monde en est capable. Je crois qu'on est tous capables d'être père et d'être mère. Mais être père, être parent, dans la vie, c'est quoi ? C'est savoir ce qu'il faut donner à un enfant, savoir ce qu'il ne faut pas lui donner. On ne peut pas donner n'importe quoi à un enfant. Un jour, il peut le rejeter. Un jour, vous pouvez le surprotéger, le surgâter. C'est pas bon non plus. Quand j'ai cette intelligence de savoir ce que je donne pas, et que je me remets en question constamment, est-ce que j'ai bien donné, est-ce que j'ai mal donné, au bon moment, pas au bon moment, de la bonne façon, pas de la bonne façon. Là, je me rends compte de ce que je suis réellement. En d'autres termes, on est tous des donneurs, tous. Mais l'autre, il m'apprend à bien donner. Il m'apprend à donner ce qu'il faut donner. Quand l'autre ne veut pas de ce que vous lui donnez, ça veut peut-être dire que c'était pas bon. Et quand on veut l'imposer, c'est une erreur. Vous voyez, tout ça, c'est date. Tout ça, c'est de l'intelligence. Donc en fait, pour réussir une relation, ce qu'il faut, c'est de l'intelligence dans le don. C'était la première notion. Dans ce que je donne. D'accord ? La deuxième notion, ça va être l'intelligence qu'il faut dans ce que je reçois de l'autre. Dans ce que je reçois de l'autre, mes chers amis, il y a un thème qui est également extrêmement vaste. Et je voudrais qu'on en parle ce soir parce que, souvent, ce qui nous abîme, et n'ayons pas peur des mots, ce qui gâche les relations, c'est quand on accepte trop facilement. Vous voyez, dans une vraie relation, une relation forte, par exemple, on a des choses à donner. Si vous ne choisissez pas le bon moment, c'est pas bon. En d'autres termes, recevoir de l'autre, c'est savoir quand je peux prendre, quand je ne peux pas prendre. On est tous des preneurs aussi. Une relation saine, c'est une relation dans laquelle, par exemple, maintenant, je sais que ce n'est pas possible. Tout à l'heure, on a parlé, je vous ai demandé est-ce que le mélange homme-femme, c'est bien ou c'est pas bien ? Le mélange homme et femme, c'est souvent une question de timing. C'est très bien, mais pas maintenant. Avec cette même personne-là, c'est très bien, mais pas tout de suite. Et bien souvent, ce qui caractérise les choses, c'est ma patience, mon discernement pour savoir quand c'est le moment et quand c'est pas le moment. Donc, quoi recevoir de l'autre ? Ça va être notre deuxième thème, qu'on va développer dans un petit moment.
avant ça, on va quand même vous permettre de vous restaurer un petit peu. Et je vous propose que dans 20 minutes, une demi-heure, on aura encore pour à peu près une petite demi-heure pour la deuxième partie de notre cours. Voilà, mes chers amis, bon appétit et à tout à l'heure. Donc, au fantasme, il se réalise. Ouais. Il y en a une qui veut être Rothschild, une autre qui veut avoir un billet d'avion toutes les semaines. Moi, pour l'instant, j'en vois une. Faire une tombola, là. Pour l'instant, j'en vois une qui va être hôtesse de l'air. C'est tout ce que je vois, moi. Et on va lui ouvrir un compte Litchi. Ouvre-lui plutôt un compte. La pauvre, elle va rentrer. Ouvre-lui plutôt un compte Ryanair. Bien. Alors, maintenant, on va comparer les mélanges dans la relation. On va revenir à l'idée de la galoute. D'accord, on a dit que galoute, c'est des peuples qui sont mélangés. Donc, dans l'histoire du peuple juif, enfin pas dans l'histoire du peuple juif d'Afka, mais dans l'histoire du monde, il y a deux civilisations qui sont apparues il y a très 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 longtemps. On les voit dans la paracha de Bereshit ou de Noach. Je crois que c'est Noach. Et là-bas, la Torah, elle me parle de vous savez, de Bereshit. Elle parle de tous les peuples, la descendance de chacun, etc., etc. Et là-bas apparaissent deux peuples, un qui s'appelle Ashur et un qui s'appelle Mitzraïm. L'histoire de Mitzraïm, tout le monde la connaît, n'est-ce pas? On est descendu en Égypte, etc., on est devenu esclave. L'histoire de Ashur, elle est beaucoup moins connue, et pourtant la civilisation de Ashur, elle a duré extrêmement longtemps. Extrêmement longtemps, et on dit, d'ailleurs, la Gemara, elle raconte que le roi de Ashur, un des rois d'Ashur, il s'appelait Sancheriv, et la Gemara dit que Sancheriv, il a été Mebalbel et Kol Haumot. Il a révolutionné le monde, il a fait des mélanges, il a fait toutes sortes de choses. Et il a eu beaucoup d'influence sur le monde. Ok? Et les Chachamim, ils vont expliquer que, en fait, Mitzraïm et Ashur, c'est deux types d'exil qui sont très différentes, mais qui vont englober, qui vont symboliser les deux mauvais mélanges qu'il peut y avoir dans une relation ou dans ce que vous voulez. D'accord? Alors voilà. On va prendre l'exemple d'une recette de cuisine. D'accord? Tout à l'heure, on a dit, vous pouvez faire une recette, vous rajoutez un peu de sucre, vous rajoutez un peu de sel. Ok? Donc le sel et le sucre, chacun il relève la saveur de l'autre, et ça donne un plat avec un très bon goût. Ok? Maintenant, imaginons que je trouve ça tellement bon, que, au lieu de rajouter une cuillère à café de sucre et 3 pincées de sel, je prends la salière, je la renverse, je prends le sucrier et je le renverse. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens n'importe quoi. Parce que tout doit être fait selon des règles très précises. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Dans une relation entre deux personnes, ok, dans les relations incompatibles, il y a deux catégories d'incompatibilité. Il y a la catégorie Mitzraïm et il y a la catégorie Ashur. Et je vais expliquer. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot Mitzraïm? Le mot étymologiquement. Ouais, ça veut dire des limites. Ok? Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot Ashur? Assur. Non. Ashur, c'est avec un samer. Là, on est avec un shin. Facile. Hein? Osher, mais on peut. Enfin, il y a un mot qui est plus un concept. Hein? Comment tu dis en hébreu? Il y a fait. Sur la carte, c'est marqué Ashura quand la carte est. Voilà. Ah, la carte bleue, Ishour. Bon, il y a plutôt marqué Mitzrayim sur la mienne. Alors, Ashur qui viendrait du mot Ishour. D'accord? Bien. Alors, écoutez comme c'est intéressant. C'est quoi les deux excès dans une relation? Ok?
Dis-la. Tu peux installer Noémie, si elle veut. Les deux excès qui sont nocifs, qui sont négatifs dans une relation, c'est ou Mitzrayim ou Achour. Mitzrayim, c'est quoi? C'est la limite. Ok? Les Égyptiens, ils ont fait quoi du peuple juif? Ils en ont fait des esclaves. C'est quoi la particularité d'un esclave? Il est limité. Il est limité dans son emploi du temps, il ne peut rien faire, il appartient à quelqu'un d'autre. Il est limité dans la propriété, la Gemara dit, tout ce qu'un esclave y trouve, ça ne lui appartient pas, ça appartient à son maître, il n'a pas de propriété. D'accord? Il est limité dans les mitzvot, il ne peut pas faire toutes les mitzvot. Le propre de l'esclavage, c'est la limite. Et donc, du coup, quand on limite un homme, eh ben, il ne peut pas s'épanouir. Il ne peut pas donner ce qu'il aurait pu donner, ce qu'il était censé donner. Donc, il y a un exil, une forme d'exil, qui s'appelle Metzer, Mitzraïm au pluriel. En fait, quand les Juifs ont été mélangés à d'autres nations, ils ont été moins que ce qu'ils étaient capables d'être. D'accord? L'exil les a limités. Et donc, ils n'ont pas pu s'épanouir. Ça, c'est Mitzraïm. D'accord? Donc, prenons l'exemple, les Juifs oublions maintenant les pogroms et les meurtres, etc. Mais en 39-45, le Juif, il fallait qu'il se cache. Il y a eu plein de civilisations pendant les croisades, pendant l'Inquisition, encore une fois, oubliez qu'on les a tués. Mais c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas droit d'être eux-mêmes, d'être juifs. On les a limités. Okay? En Égypte, on a cherché à réduire la dimension des Juifs. Ça, c'est Mitzrayim. Ça, c'est un type d'exil, c'est un type de relation nocive. D'accord? Sachez, mes chers amis, que dans certains cas, vous pourrez rencontrer des gens qui vont vous limiter dans ce que vous êtes. Il y a des couples où, je n'ai pas d'exemple en tête, mais ça existe, ok, où vous avez comme ça, chacun, ou bien des deux conjoints, ou bien les deux, qui s'empêchent d'exister mutuellement. D'accord? Où tu vas, qu'est-ce que tu fais encore? Machin, non, je veux pas. Lui, c'est pourquoi c'est ton ami? Il te veut du mal. Vous voyez, et puis la personne, elle est limitée. Vous avez des couples où ils sont comment dire, un peu trop. Il n'y a pas d'espace, quoi. Quoi? C'est des rebeux. Non, pas des rebeux. Ils sont toute leur vie, c'est un et l'autre, vous les voyez jamais séparément, et chacun, il doit avoir l'approbation de l'autre dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il pense, dans tout ce qu'il dit. C'est Mitzrayim. C'est nocif. C'est nocif. D'accord? Ça veut dire qu'on a toujours dit que même dans un couple, chacun, il doit avoir un peu son espace, quoi, vous voyez? Comme je le dis souvent, j'avais entendu un jour un cours d'un rav qui nous avait fait une formation sur le Shalom Bayit. Il disait par exemple, dans un couple, c'est intéressant de savoir que chacun, il a besoin d'un espace protégé, mais différent. Okay? Par exemple, dans le temps. Okay? Voilà, mesdames, je vais vous donner un exemple, parce que je suis un homme, donc je peux en parler plus facilement. Quand un mari rentre du travail, okay, où il rentre peu importe d'où, et que on l'accable tout de suite, parce qu'il y a des problèmes. D'accord? T'as vu le petit à l'école qui fait mal, l'autre qui fait mal, et la banque elle a appelé, et machin. Et le mari va dire, oh, je peux respirer 2 minutes. Il va dire, mais toute la journée tu n'étais pas là. Moi, toute la journée j'étais avec les enfants. C'est vrai. Mais il y a besoin d'un espace. Vous voyez? Il y a besoin d'un espace. Chaque personne au monde, elle a besoin de sentir qu'il y a une zone dans laquelle elle est toute seule. Elle ne subit pas d'influence. Ok? Il y a des gens qui ont besoin. Un enfant, par exemple, dans une maison, même si c'est une maison où il y a une famille nombreuse, il n'a pas une chambre à lui, etc. Il faut qu'il ait une zone qui n'appartient qu'à lui. Ça peut être un tiroir, une étagère, je ne sais pas. D'accord? C'est à lui. C'est pas qu'il va cacher des choses que personne ne doit voir. Non. C'est son espace. Chaque enfant, même si on a beaucoup d'enfants, il a besoin d'avoir un temps seul avec ses parents. C'est son espace. Et bien, dans un couple, c'est pareil. On a besoin des autres, l'espace dont ils ont besoin. Sinon, on est des Mitzrayim. Ok? On est des Mitzrayim.
Et moi, je me rappelle que un jour, il y avait quelqu'un qui m'avait raconté qu'il avait un collaborateur qui était très performant dans le travail, ok, mais il avait un problème, c'est que dès que sa femme elle l'appelait en lui disant j'ai besoin de toi, il disait à son associé, à son collaborateur, je sais pas quoi, il disait il faut que je m'en aille, ma femme elle a besoin de moi. Et l'autre il me dit moi comment j'ai rien contre le fait qu'il aide sa femme, mais on peut pas travailler comme ça. Et c'est vrai que l'autre il était, comme on dit un peu vulgairement, il était au garde à vous. C'est-à-dire quoi au garde à vous? C'est-à-dire que peut-être que cette femme elle n'a pas su laisser l'espace à son mari qui avait besoin de travailler, mais ça peut être aussi dans les loisirs. Dans les loisirs, ok. Un mari doit savoir que si un jour sa femme dit ben, j'ai envie d'aller prendre un café avec une copine ou d'avoir un moment pour moi, ok, c'est important. C'est important. Mais évidemment, il ne s'agit pas que d'emploi du temps. Ok, il s'agit de l'épanouissement personnel. L'épanouissement personnel. Dans une relation, on doit pousser l'autre à être lui-même, à ne pas avoir de limite dans ce qu'il est censé être, et des fois, même si c'est au détriment de ce qu'on appellera la relation. Ok, il a besoin, il ne faut pas que ce soit une limite pour l'autre. Ça, c'est Mitzrayim. À l'inverse, on a Achour. C'est quoi Achour? Et les Khamim m'ont expliqué, encore une fois, je vous la fais courte, que Achour, c'était une civilisation dans laquelle il y avait un leitmotiv, c'était de tout permettre. De tout permettre. Vous voyez, aujourd'hui, je pense que la civilisation, la société moderne, c'est une société de Achour. Ok, Achour, c'est-à-dire que, pourquoi interdire? Pourquoi interdire? Il faut qu'on permette tout ce qu'on peut permettre. Et la société, elle va permettre. Et elle va tout accepter. Et elle va tout autoriser. Ok, moi je sais que souvent, je ne suis pas d'accord avec certains psychologues, ok, pour qui ce qui est important, c'est que l'autre, il se retrouve dans ce qu'il aime, dans ce qu'il veut, Non, pas forcément. Pas forcément. Vous comprenez que c'est antinomique de la Torah. La Torah, c'est pas tu fais ce que tu veux quand tu veux, si tu veux et où tu veux. Pas du tout. La Torah, elle te donne des règles. C'est ce que c'est 613 mitzvot, vous le savez aussi bien que moi. 613 mitzvot, c'est presque inhumain. Mais en fait, c'est que la Torah, elle veut t'expliquer que pas tout n'est permis n'importe comment. Dans un cours qu'on a fait il n'y a pas longtemps, je vous avais raconté l'histoire de la sœur de Rabbi Chia qui voulait goûter à tout. Et Rabbi Chia dit oui, toutes les saveurs, elles sont autorisées. Il n'y a pas une saveur qui est interdite par la Torah, mais il y a des règles. Tu veux goûter à ça, ok, dans certaines circonstances, dans certains contextes. Achour, ça va être le contre-pied de Mitzrayim. On peut tout permettre, tout est possible. Il n'y a pas d'interdiction. C'est le monde du Ishour. Et en fait, ce qui est magnifique, ce que vont nous expliquer Hamim, je tiens de ça de mon maître, le Rav Moshe Shapira Zichrono Livracha, il disait comme ça, il disait en fait, les limites, elles réduisent la personne. Le no-limite, il réduit autant la personne que les limites. Qu'en fait, regardez, je vais vous donner un petit exemple. Bon, ça touche peut-être un petit peu à la psychologie, mais très très légèrement. Un petit enfant, il a besoin d'être rassuré. Le propre d'un enfant, c'est de savoir que son environnement, il est sécurisé. Il est sécurisant. Et c'est comme ça qu'un enfant, il peut s'épanouir. Un enfant, pour lui, sa mère, c'est sa mère, son père, c'est son père et sa mère, ils sont ensemble, sa maison, elle est sûre, il a à manger. Vous voyez, et puis, si un enfant, il a une carence en quelque chose, il ne va pas se sentir en sécurité, ça va lui poser des problèmes. Ok ? Pour qu'un enfant soit rassuré, il a besoin de règles. Les enfants qui vont se coucher quand ils ont envie d'aller se coucher, qui mangent quand ils ont envie de manger, qui parlent quand ils ont envie de parler, vous remarquerez une chose, et j'espère que vous vous en rappellerez quand vous aurez des enfants, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, ça va donner des enfants qui ne sont pas rassurés. Ils ne sont pas tranquilles. Quand un enfant, il sait qu'il y a une discipline, il y a une autorité, il y a des lois, il y a des règles. Peut-être que ça peut l'agacer, peut-être qu'il va faire une crise, qu'il a envie d'eux, mais au fond de lui, ça le rassure. Je vais employer un autre mot un peu plus technique, ça le structure. Mais dans la vie, la structure, c'est ce qu'il y a de plus rassurant. Plus rassurant.
Pourquoi la Torah elle est tellement à cheval sur la cellule familiale, le père, la mère, les règles, les lois, le respect des parents, la mixité, toutes ces choses-là. C'est quoi? C'est une structure solide. Solide. Pourquoi la Torah elle dit à l'homme, tu es un homme, et à la femme, tu es une femme? Attention, ne vous habillez pas pareil. Attention, n'accomplissez pas les mêmes mitzvot. Attention, vous avez des rôles différents. Parce que pour que la structure soit solide, il faut que les règles, elles soient claires. Soient claires. Comprenez une chose, c'est pas les règles qui limitent une personne, au contraire, c'est le manque de règles. C'est-à-dire que le Mitzrayim, c'est quand il n'y a aucune règle pour permettre. Le Hachour, c'est quand il n'y a aucune règle pour interdire. Et l'un et l'autre empêchent une personne d'être ce qu'elle est capable d'être. Les meilleurs médecins sont ceux qui pratiquent la médecine dans toute sa rigueur. Okay? Le mathématicien, c'est un être qui est supérieurement intelligent. Mais il est hyper structuré. Le Talmid Chacham, il va grandir dans la Torah parce qu'il va respecter les règles. Et pour les respecter, il va devoir les connaître. Le super mari, c'est celui qui sait ce qu'il peut dire à sa femme et ce qu'il ne peut pas lui dire. C'est celui qui sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Vous voyez? C'est-à-dire que dans tous les rôles, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir être dans son rôle, être à sa place, j'ai besoin que les règles, elles viennent me structurer. Alors, ce qui est très intéressant, ça va être un peu notre conclusion, c'est que l'incompatibilité dans une relation, elle peut venir de deux. Il y a deux sources à l'incompatibilité. Il y a la source de celui qui empêche l'autre de vivre. Posez-vous toujours la question, quand vous allez être marié, quand vous allez avoir des enfants, est-ce que vous laissez vivre votre entourage? On ne se rend pas compte des fois. On décide pour les autres. On veut imposer ce que l'on pense, ce en quoi on croit. Vous remarquerez que l'adolescence est une phase difficile dans la vie d'un enfant. Pourquoi? Parce que l'adolescence, c'est une période dans laquelle l'enfant, parce que c'est pas encore un adulte, il rêve d'être adulte, mais il n'en est pas capable. Mais quel est son rêve? C'est qu'on lui laisse faire ce qu'il veut. Mais en même temps, il est conscient qu'il n'est pas capable de savoir ce qu'il veut. Donc ça crée un vrai malaise. Mais il va se révolter quand on va l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire. Alors c'est quoi la solution? La solution, c'est de convaincre un adolescent d'accepter des règles. C'est pas facile. Pas facile. Et il y a c'est un art. C'est un art de donner envie à quelqu'un d'accepter des règles. C'est un art. Mais au fond, quand la personne y a goûté, eh ben, elle découvre que c'est la meilleure façon d'exister réellement. Quand je sais que ça c'est bien et ça c'est mal, parce que ça c'est permis, ça c'est interdit, parce que ça c'est mieux et ça c'est moins bien, ben, ça me donne des objectifs. Et c'est comme ça que je me rends compte de quoi je suis capable. Donc on a les deux exemples à ne pas suivre, qui sont Mitzrayim et qui sont Hachour. Ok? Dans tous les mélanges, on retrouve ce risque-là. Est-ce que mélanger deux éléments, ça va dénaturer les deux? Est-ce que mélanger deux éléments, au contraire, ça va trop renforcer les deux? Imaginez un homme et une femme dans un système Hachour, ben on va trouver ni homme ni femme. Vous voyez, il va y avoir une espèce de mélange où chacun il va empiéter sur ce qu'est l'autre, etc. Imaginez un mélange homme-femme dans le concept Mitzrayim, on aura quoi? On aura un homme extrêmement dur et une femme extrêmement dure. Ça non plus, il n'y aura pas de communication, c'est pas possible. Imaginez une famille où les parents sont trop parents et les enfants sont trop enfants. Et il y a un fossé infranchissable de génération ou de compréhension de ce que vous voulez. Là non plus, on n'est pas dans une relation compatible, on est dans l'incompatibilité. Donc, on va se servir de cette idée de l'exil, parce que l'exil, finalement, il va enrichir le peuple juif. Pourquoi il a conçu une histoire dans laquelle il y a un galout et une géoula? Pourquoi? La géoula, c'est le meilleur état que peut connaître le peuple juif. Mais il ne peut pas y avoir de géoula s'il n'y a pas d'abord de galout. Quels sont les bienfaits d'un galout? Eh bien, c'est ce qu'on vient d'expliquer. À savoir qu'on s'est mélangé, et dans un mélange, on apprend à composer.
on apprend à ne pas prendre ce qui n'est pas bon, on apprend à ne pas vouloir trop s'affirmer au risque d'empiéter sur l'autre, on apprend à avoir des règles, mais pas trop de règles non plus, parce que sinon on étouffe, etc., etc. Et en fait, dans toutes les relations, et donc là je m'adresse à ceux qui sont célibataires, en fait, un jour quelqu'un m'a demandé une question très simple. Elle m'a dit, une jeune fille qui m'avait dit, mais comment on sait, quand on fait un shidour, comment on sait que c'est le bon? D'accord? Maintenant, la personne qui me pose cette question, vous comprenez vous-même qu'elle sait qu'il n'y a pas de réponse, n'est-ce pas? Mais pourtant, moi j'ai une piste. J'ai une piste très simple. Pour moi, un shidour, il atteint sa maturité, et je pense qu'il est dans une perspective positive, quand, dans la relation du shidour, qui est une relation qui n'est pas naturelle, on arrive à être naturel. Vous voyez? Le shidour où vous avez honte, vous ne dites pas tout ce que vous avez à dire, vous êtes constamment sur vos gardes. Bon, c'est un shidour compliqué. Mais le shidour où, même si le garçon ou la fille ne sont pas tout à fait comme j'aurais envie, j'ai encore des doutes, j'ai pas les réponses à toutes mes questions, mais par contre, quand je suis en face de l'autre, je me sens bien, je suis moi-même, je sens que je peux parler facilement, ouvertement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai en face de moi une personne qui ne m'empêche pas d'être moi-même. Pour moi, c'est l'indice. Pour moi, c'est l'indice. Ok? Je dirais même plus que quand on est marié, et même des fois depuis des années, et qu'on arrive à être soi-même, c'est que notre relation, elle est idéale. Elle est idéale. Relation parent-enfant, pareil. Pareil. Quand les enfants, ils sont naturels, les parents, ils sont naturels, on n'est pas obligé de jouer un jeu, on n'est pas obligé de se cacher. Bon, des fois, malheureusement, on ne peut pas parce que on n'est pas en phase. Ok? Ça, c'est un autre problème. Mais quand dans une relation, on est chacun naturel, c'est-à-dire que l'autre, il ne m'empêche pas d'être ce que j'ai envie d'être, il n'est pas une limite, et en même temps, il ne me permet pas non plus n'importe quoi. Vous voyez? Moi, j'estime qu'un couple idéal, c'est un homme et une femme, qui sont complètement naturels, tout en sachant parfaitement qui ne peut pas faire n'importe quoi. Vous voyez, c'est la relation, c'est la notion d'amour et de respect. C'est-à-dire de proximité et en même temps de distance. C'est l'équilibre entre les deux qui donne à une relation toute sa solidité, tout son sens, tout son aboutissement.